Vous connaissez l'expression « il y a des incontournables, des inévitables dans la vie ». La mort, les impôts, et on peut ajouter en géopolitique mondiale en ce moment, quand un enjeu où que ce soit implique la Russie, Donald Trump aura un parti pris pour les Russes. De la part du président des États-Unis, naturellement, c'est louche. Ne me demandez pas pourquoi, malgré beaucoup de spéculations, on continue de se poser la question 9 ans après sa première victoire électorale. Ce préjugé favorable à l'égard du Kremlin s'est répété la semaine dernière encore lorsqu'un projet de plan de paix pour l'Ukraine en 28 points a été annoncé. En fait, rien n'a été fait en grande pompe, là. Pas de conférence de paix internationale, pas de sommet Trump-Poutine-Zelensky. Juste l'aboutissement de fuites par des diplomates estomaqués de ce que les Américains avaient concocté. Et avec raison. Je vous ai sorti quelques-uns des éléments les plus controversés de ce plan que de nombreux observateurs ont qualifié de capitulation de l'Ukraine s'il était imposé tel quel. Le point numéro 3, par exemple, annonce que la Russie n'envahira pas les pays voisins et que l'OTAN ne s'étendra pas davantage, ce qui est une première victoire pour Moscou, puisqu'elle crée bien davantage d'être contrainte par des voisins membres de la Grande Alliance militaire occidentale qu'elle a de véritables envies et de réelles capacités de se lancer dans une nouvelle guerre avec ses voisins. En 6, le plan prévoit que l'effectif des forces armées ukrainiennes sera limité à 600 000 hommes, ce qui en fera obligatoirement un nain devant l'armée russe qui ne sera contrainte à aucune limite quant à sa taille. Le point suivant précise que l'Ukraine acceptera d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN et l'OTAN acceptera d'inclure dans ses statuts une disposition stipulant que l'Ukraine ne sera pas admise à l'avenir. Ce qui est dégoulinant de concessions à l'égard de Moscou. Ce sont les Russes clairement qui ont dicté ce 7e point du plan américain. Par extension, en 8, l'OTAN accepte de ne pas stationner de troupes en Ukraine, ce qui, encore une fois, en plus d'être une concession à l'égard de Moscou, laisse l'avenir de l'Alliance être dicté par son principal ennemi. C'est fort tout de même, mais je dirais que le pire s'en vient. Le point numéro 13 indique que la Russie sera réintégrée à l'économie mondiale et que, et là je cite le document, et que les États-Unis concluront un accord de coopération économique à long terme pour le développement mutuel dans les domaines de l'énergie, des ressources naturelles, des infrastructures, de l'intelligence artificielle, des centres de données, des projets d'extraction de terres rares dans l'Arctique et d'autres opportunités commerciales mutuellement avantageuses. La punition pour avoir envahi l'Ukraine sans raison, pour avoir saccagé les infrastructures énergétiques ukrainiennes, pour avoir semé la terreur au sein de la population ukrainienne pendant des années et provoqué la mort de dizaines, de centaines de milliers de soldats ukrainiens et russes, rien, nada. Pire, on suggère même que la Russie soit invitée à réintégrer le G8. La capitulation de l'Ukraine est confirmée dans le point numéro 21. On y dit noir sur blanc que la Crimée, Louhansk et Donetsk seront reconnus comme faisant partie intégrante de la Russie. De plus, les forces ukrainiennes devront se retirer de la partie de Donetsk qu'elles contrôlent actuellement. Vous voyez cette carte, déjà la Russie occupe une bonne partie de l'extrême est de l'Ukraine, mais elle devrait l'Ukraine céder davantage de territoire encore par rapport à ce que les Russes possèdent. Cette zone de retrait-là sera considérée comme une zone tampon démilitarisée et neutre, internationalement reconnue comme territoire appartenant à la Fédération de la Russie. Donc, pour sa violation des frontières internationales, Moscou serait récompensé. Et à la capitulation, l'humiliation et l'insulte s'ajoute l'injure du point numéro 26, qui annonce que toutes les parties impliquées dans ce conflit bénéficieront d'une amnistie totale pour leurs actions durant la guerre et s'engagent à ne formuler aucune réclamation ni aucun grief à l'avenir. Alors, les 20 000 enfants ukrainiens envoyés de force en Russie pour en faire de bons petits Russes, la raison, en fait, pour laquelle un mandat d'arrêt pour crime de guerre a été déposé contre Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale, ou ce qu'on a appelé le massacre de Boutcha, cette série de crimes de guerre là, commis par l'armée russe dès le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, bien, pour tout ça, les Russes n'auraient aucun compte à rendre. Pas étonnant que Vladimir Poutine ait salué ce document comme une base solide pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens, eux, sont coincés parce que le président Trump répète, comme samedi, là, avant de quitter Washington, qu'il en a assez de cette guerre-là. I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened.
If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So. Y mettre fin d'une façon ou d'une autre, ça n'a rien de très rassurant pour le soutien à moyen et long terme des États-Unis. Parce que Trump est Trump et que personne n'ose le contredire, de peur qu'il mette complètement fin sur un coup de tête à l'aide militaire et autres à l'Ukraine, eh bien, de respectueux pourparlers autour de ce plan controversé ont eu lieu au cours de la fin de semaine à Genève et des progrès encore imprécis quand même, mais des progrès auraient été accomplis. I think the report today is that I think today was worthwhile. It was very, very. It is probably the most productive day we have had on this issue, maybe in the entirety of our engagement, but certainly in a very long time. Et même Donald Trump, tôt ce matin, sur son média social, s'est montré optimiste, écrivant « Est-il vraiment possible que des progrès significatifs soient réalisés dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine? N'y croyez pas tant que vous ne l'aurez pas vu, mais il se pourrait bien que quelque chose de positif soit en train de se produire. » Mais en faveur de qui au juste, de Moscou ou de Kiev? Je vous disais au début qu'il y a essentiellement 3 incontournables dans la vie, la mort qui nous attend tous, les impôts qui ne nous laisseront jamais de répit, et Donald Trump, qui finit toujours par pencher du côté de la Russie pour des raisons qui continuent de nous échapper. Il y a une 4e réalité incontournable, et c'est que Donald Trump va probablement changer d'avis. Juste dans ce conflit, il l'a déjà fait plusieurs fois. Alors tout n'est peut-être pas totalement perdu pour les Ukrainiens. Ou peut-être que oui. Pas le choix, on doit rester attentif.